prédécesseur dans la modération. Il a dû supporter stoïquement 3 heures de débat la dernière fois sans pouvoir aller au fond des choses. Bon, c'est un parcours surtout dont l'intérêt est lié aux leçons qu'il permet d'engager. Même si, évidemment, j'imagine que tout le monde ici pense que quand vous parlez de crépuscule, c'est plus au plan symbolique qu'au plan chronologique. Donc nous avons donné la parole au second discutant, Mamadou Diop, qui est en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais, à la table de mon propos, remercier, mais du fond du cœur, 2 amis qui m'ont fait l'honneur et l'opportunité d'intervenir dans ce panel. Il s'agit du professeur Babacar Fall Baker, qui est un condisciple, un ami et pratiquement un frère. Je veux parler également de mon frère de cœur, Portuti Sow, avec lequel je me suis entretenu longuement pour participer à ce panel. Je m'en réjouis d'autant plus que l'opportunité est extrêmement intéressante, mais surtout que l'opportunité cache une certaine incongruité. Pour célébrer les 50 ans de l'Amérique. Oui. Alors, je continue? Oui, allez-y, prof. Oui, parce que l'autre est en ligne. C'est bon, c'est bon. On a coupé son micro. D'accord, merci. Je disais donc que cette opportunité permet à ce que les anciens militants ou les militants actuels de Règne Réumi, appelés un révisionniste stalinien, puisque moi j'étais militant de la LDMPT, de participer de manière critique à ce débat extrêmement important tenu par ce que nous, de l'autre côté, appelions des gauchistes. Cela veut dire qu'en temps beaucoup d'eau, que les uns et les autres, nous avons fait ce que Mao, Marx, Lénine et tous les grands révolutionnaires ont appelé l'autocritique, qui nous a permis de mettre beaucoup d'eau dans notre puissance, les uns et les autres, et de nous parler. Cela est possible parce que nos débats aujourd'hui ont une substance scientifique pour aller vers des solutions politiques. Alors que dans le pays, depuis une vingtaine d'années, c'est des démarches politiques qui bousculent la science et le politique à des résultats politiciens. C'est pour ma part, une des remarques fondamentales de la crise sociale que nous vivons aujourd'hui. Cela dit, le thème également intéresse l'archiviste historien que je suis, élaboration idéologique. Si j'avais demandé à mes étudiants d'indexer le thème, on parlerait de réflexion, et de réflexion critique, parce que scientifique, sous le prisme de l'élaboration, pour aller vers des constructions intellectuelles, idéologiques d'hommes, mais susceptibles de porter des changements qualitatifs majeurs dans la démarche ou la marche de notre société. Tout cela ne sera possible que quand nous nous approprions un héritage commun à l'humanité tout entière, c'est-à-dire la démarche matérialisme dialectique, matérialisme historique, mais pour la lier à l'autre réalité culturelle de notre pays. Et sous ce rapport, je remercie mon collègue, ami et frère, le professeur Pierre Diop, qui a terminé tout à l'heure. L'un de nos obstacles majeurs que nous n'avons pas pu franchir et qui a empêché le mouvement marxiste-léniniste en général de perforer, alors que le niveau de perception intellectuelle était le plus avancé au Sénégal que dans n'importe quel autre pays d'Afrique, c'est que nous avions une lecture biaisée de cette conception comme solution aux problèmes sociaux. Pourquoi? Parce que nous ne nous étions pas suffisamment assis sur notre substrat culturel. Quelqu'un a dit, en citant Gramsci, que tout changement d'hégémonie suppose un changement de code culturel. Effectivement, quand une société humaine est confrontée à des difficultés d'ordre économique, politique, social,
cela, nous devons tous, qui avons aujourd'hui entre 60 et 70 ans et plus, qui avons laissé sur le terrain du militantisme de gauche notre santé, nos destins personnels, pour nous investir globalement sur le destin global, collectif, n'ont pas assez fait. Et je pense que je me dois, en tant qu'individu, en tant que scientifique, de remercier chaleureusement du fond du cœur le mouvement de la mouvance Réunion d'avoir édifié pratiquement cette évaluation de ces 50 ans de parcours. D'abord parce que le temps a permis de pouvoir avoir le recul nécessaire pour évaluer à la fois les réussites et les échecs. 5 ans, c'est une vie dans notre société. Et au bout de 50 ans, qu'est-ce qui a été fait? Qui l'a fait? Dans quel contexte on l'a fait? Comment on l'a fait? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Et pourquoi? Je pense que le moment est bien venu parce que c'est cela qui permet de construire véritablement une évaluation utile à transmettre à cette génération de jeunes série de politiques, mais auxquelles il manque des repères et des références. Or, les repères et les références dans notre pays, il n'en manque pas. Les changements de code culturel pour revenir à cela ont été déterminants dans l'évolution socio-historique de notre pays. Le premier mouvement de changement de code culturel est apparu de manière dynamique dans notre société avec l'apparition de l'islam. L'islam est entré au Sénégal avec le 6e et le 8e siècle. Selon les historiens, on ne peut même plus pas, parce que les outrances aériennes l'ont apporté juste à l'empire du Mali, progressivement l'accusation à l'islam, l'accusation de l'Europe. Mais bref, quand l'islam est arrivé, il a commencé à battre en bref la société tchèco. Tchèco avait un code culturel, lequel s'appliquait sur le champ politique avec des interférences sur le plan économique et social par l'organisation des royaumes et des royaumes. Et ce changement a comporté notamment qui ont changé une situation, qui ont cristallisé d'autres situations. Malheureusement, au moment où ces situations commençaient à éclore pour produire quelque chose d'essentiel, l'agression impérialo-colonialiste a commencé avec la traite négrière d'une part, et plus tard le système colonial qui a remis en cause les acquis que les écoles de Koki, les écoles de Pire, le mouvement Torodo, et même pratiquement la saga de l'Allemagne, Tafsir Mabodjakou, avait entamé dans le sens d'une évolution pour un changement de code culturel qui allait plus dans leur diversité pour faire avec un ensemble de l'islam, idéologie, nouvelle vision politique pour construire une société. Et ça a été pratiquement complètement remis en cause par ce que j'appelle l'agression impérialo-colonialiste. Et il faut dire d'ailleurs que quand ce que nous appelons, nous, historiens sénégalais, conquête et résistance, a réussi à réguler ou à décimer l'ensemble des pouvoirs traditionnels pour imposer un nouveau pouvoir qui participait également d'un nouveau corps culturel, c'est opérer ce que j'appelle, et en référence à ce que Thierry Diop disait tout à l'heure, une lecture mais concrète d'une situation concrète par ceux qui ont inventé les confréries au Sénégal. Mesdames, Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ceux qui ont créé les confréries sénégalaises, je veux dire, en tout cas, qui les ont cristallisés dans le cas de Cheikh Tidiane Malick pour la Tidjaniya, parce que c'est Cheikh Oumar qui l'a amené, et qui les ont créés dans le cadre de Mohamed Baba Al-Kalaouma, et sont apparus au moment où la conquête coloniale était définitivement close, les résistances tchèques et les empires avaient été décimées, et il fallait trouver maintenant un autre mode de fonctionnement à notre société. Et ce que j'appelle la lecture la plus complète, la plus dynamique de la société sénégalaise,
1914. Parce que c'est entre la fin de la dernière résistance coloniale dans notre environnement historique et géographique et la fin de la Première Guerre mondiale que sont apparus, ont essaimé et se sont consolidés comme fait dynamique sociale incontournable la Tidjania au Sénégal et la Mouridia au Sénégal. Mais parce que ceux qui les ont portés dans cette période ont lu de manière extrêmement critique l'évolution entre 1800 et 1890. En disant qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Cheikh Omar a entamé une guerre sainte, armée, une djihad, qui a été battue. Maba Diakhou a entamé une guerre sainte, une djihad, qui était la plus large qu'on ait connue dans notre espace. Toutes les familles, toutes les contrées, tous les pays, toutes les ethnies du Sénégal ont été présentes dans la saga de Maba Diakhou. Ils ont été malheureusement battus. Ensuite, Mamadou Lamine Dramé, tous ceux qui ont entamé la résistance armée, y compris les royaumes tchèdos, Al-Dor, Al-Bouri, Sakbalabé, Sakbayaye, tous ont été battus à plate couture. Comment alors résister? Eh bien, pour résister, ces personnes, je veux nommer Sidi El Mali, je veux nommer Mme Chamad Bamba, je veux nommer Mme Mamou, on pensait que la lutte armée n'étant pas opérationnelle, comment créer une forme de résistance? Mais ils ont eu la lutte armée, la lutte culturelle. Et ça nous ramène pratiquement à l'appropriation, à la conception d'appropriation culturelle. Comment faire? Il faut faire en sorte de travailler en force les convictions fortes, les âmes, travailler en toutes les traditions cristallisées, lues à l'aune de la pratique islamique ou du message islamique pour faire de la résistance à toute invasion extérieure susceptible d'exploitation économique, d'exploitation culturelle, surtout que le summum de la réussite coloniale réside dans l'exploitation culturelle, l'assainissement culturel. Et je pense qu'au moment où nous nous apprêtons les uns et les autres à relire notre trajectoire de militantisme de gauche sous l'angle du marxisme-léninisme, quelle que soit l'école à laquelle nous appartenons, il nous faut nous approprier l'ensemble des substrats culturels sur la base d'une connaissance approfondie et objective de notre histoire, des acteurs de notre histoire, du contexte dans lequel se sont déroulés les événements qui font que aujourd'hui nous avons une société dans laquelle il est possible de construire un nouveau discours de progrès, un nouveau discours de gauche, un nouveau discours marxiste-léniniste pour ne plus servir de marchepied, je veux dire les marxistes-léninistes, ne plus servir de marchepied à toute cette catégorie de libéraux, de socialo-compradors, de tout ce qu'on veut pour les accompagner au pouvoir et faire en sorte de laisser en rade les intérêts de notre peuple. Je voudrais vraiment, les uns et les autres, me remercier du fond du cœur ceux qui ont organisé ce panel et dire que pour ma part, d'un point de vue d'une approche scientifique, pour servir une cause militante, je suis prêt à vos côtés à travailler, à documenter, à informer pour faire en sorte que cette jeunesse débridée qui cherche pratiquement son salut dans le suicide, dans cette société de l'information, dans laquelle les technologies de l'information et de la communication, malgré tout le progrès qu'ils portent, mais nous imposent aussi la surinformation, la désinformation et la malinformation. Je disais donc pour cela, documenter de manière lucide, de manière objective, nos perspectives politiques qui n'ont jamais été aussi attrayantes qu'aujourd'hui, parce que c'est dans les crises profondes que se trouvent les opportunités et les moments pour faire émerger les idées de gauche. Plus une crise est profonde, plus les éléments de gauche qui réfléchissent bien ont les moyens de faire avancer les idées de progrès aux besoins de la collectivité. Sous ce rapport, donc, je voudrais dire que quand j'ai reçu le document qui a fait l'objet de la première rencontre avec un sous-titre Histoire, patrimoine et transmission, j'ai compris qu'à travers ces trois concepts,
se trouver les possibilités intellectuelles, scientifiques et donc politiques de construction, de trajectoire, de progrès pour faire en sorte que nous nous approprions notre parcours, notre histoire, que dans notre histoire nous identifions les bienfaits, nos acquis pour en faire un patrimoine et que ce patrimoine nous puissions le cristalliser en termes de savoir opérationnel pour faire bouger les choses et les transmettre à ces générations de jeunes Sénégalais qui jamais n'ont été aussi avides de chemin et d'orientation. Merci les chers amis de nous avoir permis de participer à ce débat. Je regrette de n'avoir pu assister avec vous sur place physiquement parce que je suis un peu loin, je suis à Toubab Dialaw, mais je pense qu'il faudrait démultiplier quand on a fait la synthèse de tous ces éléments et aussi viser une chose, pousser les autres écoles, entre parenthèses, du marxisme-léninisme, à lire plus tard, de manière collective, ensemble, école maoïste, école pseudo-soviétique et autres, relire ensemble de manière croisée nos démarches personnelles, spécifiques, pour en tirer une synthèse susceptible aujourd'hui d'éclairer le besoin de leadership et d'une démarche scientifique pour faire changer l'orientation de notre pays au moment où justement nous sommes en train de rentrer dans une société nationale, sous-régionale, africaine et internationale où il y a plus d'inquiétude à l'horizon que de certitude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons essayer de retrouver Mamadou Diouf. Alors, je ne reviendrai pas sur l'historique de Reine Rewmi tel que très bien largement présenté au cours de la session précédente par mon grand Koto. Je voudrais m'intéresser beaucoup plus particulièrement au processus d'élaboration à proprement parler idéologique et politique du courant pendant ces dernières années d'activité véritablement accessible publiquement. Au sens propre de l'élaboration, dans le sens de la production de la ligne idéologique et politique, en réalité, cette préoccupation a été la trame principale d'existence du courant Reine Rewmi de toute son existence. Quand on l'a bien dit à la session précédente, nous sommes nés de l'aile du PRI. Nous n'avons pas été les premiers. Dès le milieu des années 60, déjà plusieurs scissions avaient créé des fractions diverses allant du PRS au NOPAI en passant par le PCS. Et à chaque fois, sur la base d'une critique portant sur la ligne politique, la pratique politique et sur la ligne des choix idéologiques qui étaient faits et qui portaient essentiellement la trame de suivi de la fidélité au Parti communiste soviétique et de l'international. Donc, le contexte même de la naissance de Reine Rewmi a porté en son noyau la recherche d'unité de vue, ce qui suppose un processus d'élaboration théorique pouvant être la base sur laquelle s'entendaient les militants qui se retrouvaient autour de la critique de la pratique du PAI depuis la lutte pour l'indépendance. Cette empreinte est restée, évidemment. Étant donné dans l'exigence de l'expression d'un point de vue minoritaire et souvent méprisé au sein d'un mouvement, la culture du débat démocratique était présente donc dès la naissance et la recherche d'une orientation générale partagée était évidemment une évidence qui suivra toute l'évolution du mouvement. Dès lors, l'exposé et l'actualisation régulière de la base théorique s'est toujours fait en encourageant l'argumentation des points de vue et leur synthèse en vue de l'unité de vue pour définir une orientation, une ligne politique, une analyse de fond qui les sous-tende et les principes organisationnels sur le socle lui-même discuté du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Tse-tung. Telle a été toute l'histoire du mouvement bilan critique rectification qui est né à la suite des grandes difficultés issues de la décapitation quasiment du mouvement en
mais en juin 1965. À la suite de cette décaptation, évidemment, une remise en question profonde s'est posée traversant toute l'organisation ainsi que sa périphérie. La vie de l'OMLX était examinée de fond en comble pour situer les faiblesses qui ont pu causer ce démantèlement aussi rapide, même s'il n'a pas réussi à anéantir le processus organisationnel. Au contraire, il en a revivifié les bases en pendant l'ensemble des forces du mouvement dans la direction de corriger les erreurs commises. La cassure donc a provoqué cette répression, nécessité de penser tout le processus dans tous ses aspects pour en tirer les leçons et corriger les erreurs. La méthode retenue à cette époque était l'enquête recherche-organisation. Tout à l'heure, vous en parlé sous l'abréviation HERO, qui a été la méthode, la technique pouvant permettre de définir une ligne politique en rapport avec les objectifs visés et les éléments d'accord, les unités de vue autour d'une ligne idéologique. C'est ainsi que sont nées énormément de décisions pouvant faire espérer une révolution nationale, démocratique et populaire, pouvant mettre en place une société de démocratie nouvelle, voire vers le socialisme et le communisme. Des décisions seront nées des conclusions de ce mouvement bilan critique rectification. Je reviendrai sur les moyens utilisés pour ce mouvement bilan critique rectification très vite. Donc, pour réaliser ce mouvement de bilan critique, évidemment, une nécessité de s'exprimer l'ensemble des points de vue de tous les acteurs impliqués dans le mouvement, y compris les camarades qui étaient en ce moment-là neutralisés par l'emprisonnement et ayant subi un ensemble de sévices qui pouvaient parfois les handicaper, bien que cela n'ait pas entaché leur capacité d'investissement dans la production de nouvelles idées, dans la production d'une vie politique réelle. L'avancée des débats, donc, nécessitait la mise en place d'instruments, d'outils pouvant permettre de synthétiser les conclusions et de les traduire dans la pratique par des décisions réelles. Ainsi donc, pour animer ces discussions, divers organes d'expression ont existé à travers lesquels pouvaient s'exposer tous les points de vue dans l'organisation et autour, lesquels étaient diffusés dans les structures de l'organisation. En interne, il y avait donc une parution, une publication interne, le drapeau rouge, qui était le lieu central d'expression des divers points de vue et leurs critiques, ainsi que les synthèses qui pouvaient en être issues. Chaque numéro était introduit par un édito de la direction centrale qui précisait le contexte, le niveau du débat, les points de divergence, aussi pointus et aussi politiques pouvaient-ils être, les objectifs d'unité visée, ainsi que l'angle sous lequel l'unité de tout était espérée. Cet organe était aussi un canal d'information sur nos activités locales du sectoriel, à l'exception des de l'appareil spécial, l'appareil tiré, l'ensemble des initiatives et des activités qui ne pouvaient pas être diffusées dans le centre, ainsi que des débats donc en cours dans le mouvement communiste international et dans lesquels nous étions impliqués. L'écrit a toujours eu un statut, a toujours été la forme principale de prise de position, même si pour certaines occasions l'exposé oral pouvait avoir son importance et son moment. Les organisations sous l'influence de l'ennemi ont toutes eu également des organes d'expression de cette culture de l'écrit jusqu'aux organisations de masse. L'alimentation de ces publications, faites par des militants souvent, ou en tout cas dirigées par des militants de l'ennemi, était essentielle à la formalisation de la ligne politique définie, mais aussi c'était l'épreuve de passage, c'était également un terrain d'expérimentation des conclusions retenues. C'était là aussi le champ dans lequel s'exprimaient les choix politiques définis. On peut citer parmi ces
ses publications, évidemment Kharebi, qui est apparu comme le lieu nécessaire d'expression de la ligne politique dès la construction du mouvement, en tirant les leçons des faiblesses que nous avons notées de la vie du PAI. Djaïdoleti, qui était l'organe de la branche nationale et démocratique, non pas marxiste-léniniste à proprement parler, mais assumant d'être sous l'influence du mouvement marxiste-léniniste, la revue Le Communiste, d'ailleurs dans le numéro 80, un article signé de Landing montrait très précisément exposé en grande largeur les critiques faites du PAI, le processus historique de naissance de Réunis, la stratégie de la révolution au Sénégal, ainsi que les bases théoriques à partir de la pensée maoïste qui justifiait notre option pour la pensée maoïste. Organisation communiste œuvrant pour la construction du parti, parce que Réunis ne s'est jamais considéré comme l'achèvement du processus d'organisation du prolétariat au Sénégal, mais comme un chemin devant conduire à la construction d'un véritable parti communiste et capable de mener des luttes pour parvenir à l'instauration d'une société démocratie nouvelle, voire vers le socialisme et comme totalitaire du communisme. Réunis dans ce but a donc construit André Dieuf, Y, comme on l'appelait pour son entité clandestine, a construit donc Y sur la base de la recherche d'un compromis le plus large possible pouvant réunir les couches sociales et les classes pouvant être intéressées à cette révolution nationale démocratique et populaire. Sur la base d'une plateforme anti-impérialiste, identifiant très précisément quelles étaient les couches et les classes sociales pouvant être notre allié dans cet objectif et quels étaient les ennemis à viser dans une lutte que nous assumions immédiatement comme ne pouvant pas être que légale et électoraliste. Il faut le dire très franchement, en tout cas à cette époque, puisque nous sommes dans une phase de discussion, nous ne concevions pas la possibilité de conquérir le pouvoir avec ces objectifs par la voie électorale, mais nous concevions et nous prenions la perspective d'une accession au pouvoir par la lutte armée et nous y étions impliqués à sa préparation, ce qui expliquait notre implication dans les processus autour de chez nous, en Guinée-Bissau, en Gambie, dans d'autres endroits qui ont développé des bases de solidarité en Afrique, dans les luttes contre le colonialisme, contre le néocolonialisme. Les grandes organisations de masse qui ont été construites par Réunis sont nées des conclusions du mouvement d'identité rectification, notamment AGI en tant que cas légal de l'IFREC, dans le mouvement étudiant la construction des groupes d'action pour la réorganisation du mouvement étudiant sénégalais, ce qu'on appelait les GARMES, le CIRMES, dans le même numéro du communiste en 1980, en octobre 80, on voit bien que le Réunis encourageait, soutenait et escortait l'évolution dans le mouvement étudiant de son point de vue à partir de la destruction de l'AGES. Donc, le TRES a été constitué de détachement révolutionnaire des étudiants sénégalais, qui est un mouvement clandestin, un noyau marxiste-léniniste clandestin au sein du mouvement étudiant et constitué de militants de Réunis, en vue d'encourager et d'encadrer la naissance de ce qu'on a appelé l'Union nationale patriotique des étudiants sénégalais, l'UNAPES. Cela sur la base toujours de l'essentiel, en tout cas des objectifs de révolution nationale démocratique et populaire, et sur la base du fond unique qui pouvait, autour d'une plateforme intéressant les couches identifiées dans la direction de cette révolution. Il serait d'ailleurs intéressant de s'arrêter et de développer un peu cette constellation dans le mouvement étudiant dans ce là pour identifier précisément comment la direction de Réunis orientait le mouvement de masse, parce que c'est quelque chose que nous pouvons voir également dans les processus de création de diverses organisations de masse, telles que les ASC dans le
l'organisation de masse, qui constituait la périphérie et la base de recrutement essentiel de Réel Nouvel, qui commençait par former la plateforme anti-impérialiste d'abord, avant d'approfondir progressivement sur le plan théorique, sur le plan théologique, et d'arriver quand les accords, quand les synthèses des discussions dans des cercles et autres, dans les quartiers, dans les usines, dans le mouvement paysan, permettaient d'arriver à des conclusions rapprochant de l'idéologie marxiste, léniniste de la pensée maoïste. De l'analyse que nous faisions à l'époque de notre société et par la suite de la définition de nos stratégies, certaines catégories sont assez souvent contestées, en particulier aujourd'hui, quand nous parlons de la féodalité, quand nous parlons de la bourgeoisie comprador, etc. Il y a une certaine incompréhension qui devrait nous pousser à l'occasion justement de ces cinquantenaires, à regarder quels étaient les fondements qui nous permettaient de désigner de cette manière l'analyse particulière que nous avons de la société sénégalaise dans sa composition, dans ses stratifications. Nous avions un regard très précis et purement sénégalais de l'analyse de classe de notre société. Évidemment, il y avait des identités avec ce qui se passait dans d'autres pays. Nous n'inventions pas les concepts, mais nous regardions attentivement, par l'enquête, la recherche, l'organisation, les traits particuliers qui permettaient de caractériser des couches sociales, d'en identifier les centres d'intérêt et de repérer si cet apport à la suite de cette analyse, nous avions là un terreau permettant de réaliser une alliance et dans quels objectifs autour de quelle plateforme. Un petit mot sur l'éthique, parce qu'elle a joué un rôle très important et je crois que c'est Jean Bouba qui en parlait la dernière fois de manière importante, pour dire que c'est le processus de recrutement, les valeurs morales, les vertus, j'essaie d'avoir le courage de prononcer ce mot, jouer un rôle extrêmement important comme élément d'identification même du militant de Réunion, du militant anti-just, du grec, du militant communiste, armé de la pensée maoïste à ce moment-là. Je parle de tout ça au présent comme si telles étaient toujours mes convictions. J'en suis très loin. J'ai modifié beaucoup de mes paradigmes et je suis aujourd'hui loin de l'athée que j'étais à l'époque. Je me souviens à l'occasion de la publication d'un texte que je devais co-signer avec Landing, il m'a convoqué après la réunion avant la publication en me demandant si j'assumais l'athéisme qui figurait dans ce texte. Je crois que c'était les cahiers communistes numéro 5, quelque chose comme ça, vous savez bien. Je lui ai répondu que oui, et il m'a répondu, eh bien moi, non. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas trop de témoignages. Voilà, Aziz, tu as la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de pouvoir d'abord avoir eu la longévité de témoigner de ces cinquantenaires. Et je crois que nous avons tous ce privilège extraordinaire d'avoir pu vivre alors que beaucoup de nos camarades, lesquels on a dépensé, ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner. Mon témoignage est relativement subjectif, je n'ai pas vraiment décrit. Je me fonde sur ma mémoire et mon parcours. Et évidemment, je suis très reconnaissant à tous ces camarades qui ont contribué à l'instruction politique, à l'engagement politique. Et bien sûr, chacun des parcours individuels dans les économies de l'époque et les différentes trajectoires sont singuliers, même s'ils participent de la collectivité. Donc peut-être que je froisserai certains en rappelant certains souvenirs ou parcours. Moi, je suis, contrairement à ce qui est souvent dit, resté assez fidèle à une trajectoire. Quoique ma singularité dans cette histoire, c'est que parmi la plupart d'entre nous, j'ai adhéré très
Chine, à ce moment-là, est admise dans le concert des nations et sort de la révolution culturelle. Lin lui-même, qui était un héros tombe en disgrâce, et ces fractionnements politiques s'avèrent déjà très vite dans la ligne dite maoïste qui anime une des composantes marxistes-léninistes du Sénégal. Nous n'en avons pas complètement conscience, mais déjà ce sont les luttes intestines contre les différentes obédiences qui ruissellent en fait, nous les petits soldats, les petites termites qui sont au bas de l'échelle. Mais c'est aussi l'assassinat de Blondin Diop, dont le père était mon médecin à Polyclinique, qui m'a fait basculer dans la vie politique radicale. N'oublions pas que nous étions quand même dans une société socialisante, avec un discours socialiste, avec un parti État, mais où le communisme était très mal vu. J'avais le très grand privilège, personnellement, d'être dans une famille panafricaniste. Mon père avait, la décennie précédente, été naturalisé congolais, il s'était battu aux côtés de l'UNOVA et avait marié une égyptienne qui nous avait instruit de l'islam. Et j'avais une compréhension de l'islam et de l'arabe très différente de mes co-religionnaires qui en fait récitaient souvent les textes, comme ils récitaient d'ailleurs les mêmes pas du maoïsme. Et donc mon éveil politique est relativement singulier et très privilégié. Dans cette même période est assassiné Amilcar Cabral. Donc vraiment j'ai eu une opportunité de me retrouver dans un foisonnement des associations culturelles, et comme je faisais de la musique dans l'interdiction même d'une lignée dite aristocratique des Damel du Cayor, nous étions pendant les premiers de la lignée à faire de la musique, malgré les interdictions des parents et finalement l'incompréhension, on s'est retrouvé à jouer dans les associations culturelles et animer dans la clandestinité en fait la vie politique très turbulente dans les lycées, à l'université, et dans les associations qui étaient dans la Médina, Goltapé, Yaïtali, etc. Et donc j'ai vraiment eu cette opportunité très grande, très vite, de me rendre compte en fait que le matérialisme historique était compris de façon relativement syncrétique, un peu comme la religion. Que la plupart de nos camarades, d'ailleurs jusqu'à présent, ont encore un très très grand problème à comprendre le matérialisme historique. À l'époque, c'est sûr que dans le courant maoïste, le fait de la transposition de la conception Mao à nos sociétés collait davantage, puisque notre prolétariat était infinitésimal, mais que nous avions une paysannerie exploitée, opprimée et très peu consciente des enjeux politiques, et qui suivait en fait la doctrine islamique par le biais des systèmes confrériques. Les systèmes confrériques dans notre famille étaient très bien compris, puisqu'en fait, on peut l'expliquer Maïtian, les modèles théocratiques avaient permis des formes de khalifa pendant très longtemps, et une insémination de l'islam de type confrérique par les modèles khadria sont arrivés, en tout cas dans notre famille, très très tôt, et les alliances avec les Mourtes, quand vous entendez qu'on dit Falna, etc., le Fal Moussant, en réalité, ce sont ces gens-là qui nous vendaient les chevaux contre des captifs qui venaient endoctriner nos masses. Et donc, c'est très tôt dans nos familles que ces alliances se sont faites, et ces alliances sont aussi au cœur même de l'éclatement de l'Empire du Jolof, dans la rupture du Damel avec l'Empire du Jolof. Et donc, dans notre famille, il y avait ce mélange assez étonnant de la compréhension de classe qu'il y avait dans la société, que le féodalisme dont on parlait, je pense que la référence à Bousin sur les Laman est importante. En fait, il n'y a pas de propriétaire de terre, il y a des maîtres de terre. Et effectivement, le féodalisme n'aurait pas pu naître en Afrique, puisqu'en fait, nous n'avions pas cette propriété de la terre, nous n'avions pas des systèmes de suffragés et des maîtres de terre. Cela a permis effectivement un modèle aristocratique qui s'était agrégé et le syncrétisme islamique qui a créé des systèmes de khalifa. Et donc, bref, je ne veux pas trop m'éterniser, mais c'est exactement ça qui a fait que beaucoup de nos militants étaient partagés entre la transposition et la compréhension du matérialisme historique teinté du maoïsme, qui était déjà en crise à cette époque-là, et évidemment la confrontation avec les autres obédiences,
et la pensée religieuse qui les animait, soit par superstition religieuse, soit par obscurantisme, ou en tout cas des relents qui faisaient qu'il était à la fois dans cette clandestinité difficile d'assumer d'être communiste et surtout d'aller jusqu'au bout du raisonnement, d'être athée. Puisqu'en fait, la question fondamentale, c'était qu'est-ce qui faisait l'histoire? Est-ce que c'était les hommes qui faisaient l'histoire? Les gens comprenaient que oui, les hommes faisaient l'histoire, il fallait transformer cette histoire. Cette action-là était déterminée par leur volonté. Cette volonté, dans la conception assez répandue de la société, cette volonté-là n'appartenait pas aux êtres humains. C'était une volonté divine, déterminée par un destin, par une descendance, une caste, etc. Donc, nous avions fait éclater déjà cette question de la caste en faisant de la musique, en montrant que ce n'était pas l'apanage des cryptos. Et en même temps, on s'est très très vite retrouvé devant des gens qui ne comprenaient pas que la volonté, même si elle est l'expression des idées, ces idées sont en fait le reflet des réalités sociales, sont le reflet des conditions matérielles d'existence. Et c'est ça qui détermine véritablement la société de classe dans laquelle nous vivons. Et cette société de classe était à l'époque assez facile à comprendre. C'est une société de type colonial, avec une couche d'élite fortement influencée par la gauche occidentale. Et c'est pour ça que le courant maoïste était intéressant, à la mesure où il venait d'abord d'un pays du tiers-monde. Il était relativement en phase avec l'élaboration théorique qui montrait que la lutte devait venir des périphéries et de la paysannerie. Ils avaient compris que c'était par le dispositif culturel qu'il fallait faire tomber l'aliénation occidentale incarnée par le néocolonialisme. Et en même temps, je crois, on avait compris que ce sont ces idées-là qui devaient se traduire dans la vie sur le plan politique. Et donc, le grand débat était est-ce qu'il y avait une lutte de classe ou pas. Il était clair que nous avions assumé cette position de lutte de classe, même si les classes étaient visiblement très peu cristallisées dans nos sociétés, et que, comme je disais, la pensée religieuse était encore très très forte, compris dans nos rangs. Et donc, c'est cette incapacité, je crois, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, de la rupture, de construire cet homme nouveau, donc, qui a été la raison moi-même de ma très rapide défection de la lecture politique qu'en faisaient la plupart de mes camarades, qui en fait étaient restés englués dans la pensée idéaliste jusqu'à présent. D'ailleurs, je vois beaucoup de mes camarades qui sont encore dans la croyance que voilà, il y a une forme d'idée qui provient d'un déterminisme divin et de la commence. Je crois que la rencontre de l'égyptologie, dans mon cas, m'a très très vite éveillé au fait que oui, ce sont les Africains qui créent l'idée de Dieu et qui créent les systèmes de religion, les Juifs noirs qui sont établis sur un système institutionnel, qui créent les premières formes institutionnelles de religion dites révélées. La chrétienté vient plus tard. Jésus lui-même n'était pas chrétien, c'est vraiment les Grecs et les Romains qui institutionnalisent la religion chrétienne. Et plus tard, l'islam vient faire la synthèse de ces systèmes-là, bien sûr dans une conception sémite, et une grande synthèse de la Perse, de l'Inde, de la Chine, etc. Moi, j'ai eu donc cet avantage que mes parents m'ont instruit avec un islam éclairé, et donc j'avais une position déjà relativement critique qui me permettait de me rendre compte qu'il s'agissait d'un dispositif idéologique. C'était une construction faite par des cultures qui, en plus, nous avaient aliénés du point de vue historique sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on avait intériorisé, africanisé notre islam, mais en réalité, ça faisait partie d'un système très clair. Quiconque parle l'arabe voit très bien comment les sociétés arabes traitent les sociétés négro-africaines, et nous qui étions métis de cela, nous l'avions compris très très tôt. Et donc, c'est ce qu'on n'avait pas compris, l'essentiel de nos systèmes, qui était non seulement sur un modèle confrérique, et donc on avait des contradictions de membres maoïstes qui étaient religieux tout en étant matérialistes, et qui vivaient cette contradiction très sereinement, comme le font la plupart des syncrétismes religieux. Mais qui vivaient, je crois, dogmatiquement la scientificité de leur lutte de façon quasiment religieuse. Donc, je crois, c'est cet enchaînement-là, cette incompréhension que les idées sont le reflet des conditions matérielles et non pas déterminées par des causes extérieures qui, d'après moi, ont été un des très très grands freins de
influencer les masses et de leur expliquer scientifiquement ce qui se passait, parce que justement, il y avait un anathème sur le communisme et l'athéisme et la scientificité des choses. Je crois même des gens comme Cheikh Anta Diop, etc., ont créé donc des formes de socialisme africanisé pour éviter justement ce choc qui pourtant était ce qu'il fallait déterminer pour comprendre d'où viennent les classes, quelles sont les conditions économiques, comment se fait la division du travail et surtout comment se défaire du dispositif néocolonial. Alors malheureusement, je crois que l'institutionnalisation par les processus qui vont amener le multipartisme et dans une certaine mesure la façon par laquelle, si je peux dire, le mouvement a évolué, a donné une sorte de saveur. Je crois que le maoïsme s'est petit à petit éteint dans la ligne et on a sénégalisé le modèle. Cette sénégalité elle-même, elle est complexe. Je crois qu'elle participe du problème, c'est-à-dire que la mentalité du tirailleur est toujours tenace. Nous sommes un pays de collabos, donc on a collaboré à l'œuvre coloniale par l'entreprise du système du califat comme dans l'entreprise des élites occidentales, dans les systèmes de conscription et de l'économie arachidienne et plus tard de l'administration des colonies africaines et des guerres coloniales. Donc le Sénégal fait partie de ce dispositif. Et je crois que ça a considérablement déteint sur le fait que nous étions à la fois en antinomie contre ce système, mais en même temps pas jusqu'au bout de défaire notre sénégalité qui nous caractérisait. Et c'est cette forme d'autocritique, je crois aussi, qui a beaucoup manqué au mouvement et qu'on ne peut comprendre que sur la durée. Voilà pourquoi il m'apparaît en tout cas que cette ligne, pour nous, était une ligne historique essentielle dans la maturation de notre façon de comprendre la complexité de nos sociétés. Et je crois que la critique qui est faite rétrospectivement est souvent sévère, en dehors des problèmes crypto-personnels et des problèmes d'obédience. Je crois que l'UNMONI avait vraiment eu la faculté, justement, au contraire, de s'enraciner, d'essayer de comprendre davantage les masses, de se fondre dans les masses et en contribuer à l'éveil politique d'une grande partie de notre classe politique aujourd'hui. Et il est assez paradoxal, souvent, de dire que les jeunesses d'aujourd'hui sont éveillées politiquement. Je pense qu'elles ont une grande capacité d'indignation, mais justement répugnent à la fois à la lecture que nous avions. Je rappelle, si vous vous souvenez bien, que les petits fascicules qui étaient plastiqués, qu'il fallait se mettre à l'intérieur du pantalon, il fallait prier, et on entendait les cris-cracs à Timis. Donc voilà, c'est ces documents-là qu'on se passait. Et il n'y avait pas d'Internet, donc il y avait vraiment un éveil basé sur le partage de connaissances, sur la réflexion, tout cela en chuchotant avec des codes, des faux noms, vraiment une ambiance de violence et de peur qui faisait qu'il y avait à la fois une certaine électricité dans cette lutte que nous croyons noble et juste, et je crois que nous avions pris conscience que ce dispositif néocolonial devait s'effondrer et que nous faisions une partie de cette avant-garde éclairée. Vas-y, je te donne une dernière minute pour conclure. Et qui pouvait s'éveiller à la réalité. Donc vraiment, je suis très heureux, comme je le dis, de pouvoir participer à cet événement de mémoire, en espérant que ça puisse permettre aux jeunes générations de se rendre compte qu'on n'invente pas la roue, on continue les processus des luttes, et je remercie tous mes camarades qui sont restés intègres et constants dans leur lutte, puisque les mêmes enjeux contre lesquels nous sommes dressés dans nos jeunesse sont encore là devant nous, parmi nous. Nous devons construire un État fédéral africain, nous devons rompre les liens de l'impérialisme, et cela en inventant nos propres trajectoires, nos capacités de résistance, de résilience, et compter sur nos masses populaires en les éveillant scientifiquement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, un peu comme ça, à bâton levé. Et puis Rio de Janeiro, merci. Merci Aziz. Je pense que Hamdourabi est en ligne maintenant. Hamdourabi One. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, d'abord toutes mes excuses de n'avoir pas pu joindre la réunion plus tôt.
conséquence, c'est que je n'ai pas pu assister à la présentation du PRM dans notre session. Et je m'en... ça va quand même... ça me met un peu mal à l'aise par rapport à ce que je pourrais éventuellement dire, à la contribution que je pourrais éventuellement avoir. Parce que ce que je dis, ce que je vais dire là, peut-être tout de suite dans l'immédiat, c'est sur la base du résumé donc, que j'avais reçu auparavant, il y a 3 jours je pense, et puis tout de suite là, frère Aziz Salman Fall a touché quelques-uns des points qui en tout cas, moi, m'interpellent, me parlent un peu, et sur lesquels justement, pour certains d'entre eux, j'avais l'intention d'intervenir. Alors, tout d'abord, merci de m'associer à cet événement qui est très très important, dont j'ai eu connaissance grâce à mon cousin et camarade Abdou Tissot. Et voilà, je suis un peu embêté parce qu'il s'agit d'un événement mémoriel qui en fait intéresse d'abord au premier chef les protagonistes donc de toute une tranche ou de l'histoire du Sénégal, de l'histoire même, je pourrais dire, de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ce qui a tourné autour de la mouvance marxiste-léniniste, maoïste, quoi. Et donc de façon organique, Amdi Diop, Khalid Bir, Amdi Diop, etc. Et donc moi je n'ai pas été membre. Donc voilà, premier problème. Je n'ai pas été membre permanent, je n'ai pas été membre fondateur, je n'ai pas été un militant de ces organisations-là, mais j'étais la mouvance dès le début, j'étais même à l'origine. Pas tout qui s'en souvient peut-être, bon, mais on en a souvent parlé même récemment, on s'est rappelé certains épisodes, disons, ce que je pourrais appeler, enfin, en empruntant un peu à l'anglicisme, quelque chose de séminal, je crois que ça existe aussi en français, savoir les balbutiements du courant maoïste, et dont un des canaux a été notre petit foyer à Anne, et en particulier ce noyau-là qui était constitué donc tout ce qu'on appelle le groupe de Anne, et qui était constitué par Margot, Almaniwan, nos frères donc de Yarar. Donc, il y en avait 4 ou 5 comme ça, dont l'Orient quoi très actif, à savoir Benin. Et puis, voilà, moi j'étais le petit cadet, qui était encore au lycée. Et voilà, et j'évoque cet épisode-là parce que ça a été un des canaux de diffusion donc, de la littérature la littérature de Mao Tse-tung. Donc, à travers une filière qui passait par nos chapeaux, qui avait été mise en place par les aînés. Et j'évoque cela pour pour pointer un peu pour pointer un aspect qu'a soulevé d'une certaine manière Salman Fall à l'instant, à savoir la sénégalité de ce mouvement-là. La sénégalité, moi je dirais l'insularité dans une certaine mesure. Parce que voilà, un mouvement qui à l'origine a bénéficié des apports de mains, camarades, amis ouest-africains, et peut-être même un peu au-delà, mais qui effectivement s'est développé très vite, s'est plus développé peut-être que tous ces mouvements-là, par rapport à tous ces pays, mais qui ensuite, à ma connaissance, s'est déconnecté donc de ce background ou bien de cette, je ne dirais pas arrière-pays, parce que le Sénégal se considère un peu comme une sorte de point d'avancée, même géographiquement. Mais moi j'ai vécu cela, j'ai vécu cette insularité
impérialistes, que ce soit d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, et même d'Amérique du Nord, à savoir le Mexique, avec les Palestiniens, avec les autres frères africains, donc proches du Pâques, etc., avec aussi des connexions donc, sur l'Afrique de l'Est, et notamment la Corne, à savoir les Méditerranéens éthiopiens, les FPLE, Érythréens, etc. Mais justement, je ne sentais pas la présence des camarades sénégalais, notamment. Donc, peut-être qu'au niveau organique, ça n'était pas le cas, mais bon, au niveau ASF, en tout cas, au niveau de l'implication physique même, je n'en sentais pas. Ça, très rapidement, c'est un aspect. Le deuxième, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport, en fait, à justement cette question-là de l'idéalisme. Et pour moi, le Andijef, comme d'autres partis politiques, donc comme d'autres mouvements révolutionnaires dits marxistes-léninistes de la sous-région, je pense par exemple au PKM mauritanien, je pense aussi à certains partis qui n'étaient pas forcément ministres de communauté du Mali, etc., étaient effectivement beaucoup plus dans l'idéologie et dans l'idéologisme même, je dirais, et où vraiment il y avait une pauvreté de la réflexion en matière économique, on ne faisait pas d'économie politique. Or, le matérialisme et le marxisme fait d'abord de l'économie politique. C'est-à-dire que si on le faisait aussi, quand on parlait des classes sociales et autres, on en parlait en termes vraiment uniquement politiques. Mais pour ce qui est des fondements matériels même, donc une analyse matérialiste des systèmes de domination, des systèmes de classe, elle était quand même assez pauvre. Ce qui fait qu'on n'a pas pu anticiper, prévoir les transformations des modes de domination. Par exemple, dans le résumé de cette session que j'ai reçue, effectivement, le nom de Gramsci apparaît. Mais non pas justement ce que ça n'apparaît pas, il n'y a pas de concept gramscien, il n'y a pas de voir justement comment est-ce qu'il opérerait dans le contexte sénégalais ou africain. Et ça, à mon avis, moi, c'est une des choses à laquelle j'essaie de me continuer. Bon, d'abord, de ne pas me limiter à ce que j'appellerais, sans offenser personne, la vulgate marxiste, mais aller vraiment se continuer le capital, se continuer tout le Marx, lire et étudier Gramsci, et maintenant même aller au-delà. À savoir questionner les racines communes même du marxisme ou du matérialisme, ces racines communes avec le libéralisme, à savoir cet l'individualisme, et donc comment, et effectivement, même au sens politique, on voit effectivement que le militant révolutionnaire, c'est un militant en fait qui incarne très bien la figure de l'individu comme catégorie sociale, qui est le produit d'une transformation historique, où effectivement on est passé de sociétés dites de type holistique, communautaristes, à des sociétés fondées sur l'individualisme et qui sont vraiment consubstantielles de l'émergence du libéralisme. Donc le libéralisme, l'impérialisme personnel, etc. Et concrètement, comment ça se traduit en termes de classe sociale, en termes d'intérêt, en termes d'institutions pour conforter ces systèmes de l'extorsion, du surplus. Voilà, toute cette réflexion-là, je crois, n'a pas été véritablement menée. En tout cas, si elle a été menée, elle n'a pas été publique, elle n'a pas inspiré l'action publique, l'action sociale, etc., à ma connaissance. Alors, ensuite, il y a cette question-là, effectivement, comme on disait tout à l'heure,
par cela, à savoir qu'il y a aujourd'hui, en particulier au Sénégal, un mouvement proprement révolutionnaire, parce que moi je me considère comme cela, qui, si on examine ce qu'il propose en termes d'agenda de transformation économique et sociale, je prends pour l'essentiel le corpus de la révolution nationale démocratique et populaire, mais qui en plus de ça, justement, a ce référentiel religieux extrêmement fort. Référentiel religieux, mais en même temps, quand on voit ce à quoi on en appelle pour la mobilisation, pour l'organisation, etc., mais c'est les valeurs dites Tchédo, c'est même l'armature sociale Tchédo, si on veut, d'une certaine manière. Donc, voilà, il faut d'avoir peut-être vraiment réfléchi à l'articulation entre ces différentes dimensions-là. On se trouve à parler du passé alors qu'on est interpellé par le présent. Comment est-ce que tout ce mouvement-là se positionne par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est-à-dire qu'il y a un côté même un peu irréel à ne discuter que de mémoire, alors qu'on est rattrapé chaque jour que Dieu fait par ce à quoi on est confronté au quotidien, donc à savoir une figure de l'État qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a une vingtaine d'années, même au-delà, peut-être même il y a bientôt quelque chose comme 35 ou 40 ans, voilà, et à une violence voilà, qui est absolument phénoménale, pour dire le moins. Donc, voilà, concrètement, quelles leçons tirer donc de toute cette de tout cela pour éclairer un peu l'action présente, en tout cas ou à tout le moins offrir des clés de lecture, donc de compréhension de ce qui se passe, des transformations qui ont lieu sous nos yeux aujourd'hui. Et voilà, donc très très rapidement, quitte à revenir sur certains points, si cela que je viens de dire suscite quelconque intérêt. Merci. Dernier discutant, Hamidou Anne. Bonjour, professeur. Oui, bonjour Hamidou. Oui, bonjour, professeur. Bonjour tout le monde. Et je vous remercie pour l'invitation à participer à cet échange qui fait suite au premier d'il y a quelques semaines. J'ai eu le grand plaisir d'écouter le camarade Seydou Ndiaye, pour qui j'ai une grande estime et une grande admiration. Et je tiens même à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il fait partie des camarades qui ont beaucoup contribué à ma formation au sein notamment de l'USKV, parti malheureusement qui n'existe plus, et c'est regrettable. J'envoie un salut amical au professeur Wan, à Jean-Paul Patouti, aux uns et aux autres présents dans ce Zoom. Revenant aux propos liminaires du camarade Ousseynou, j'ai retenu une interrogation plus ou moins explicite relative à ce qu'il appelait, à ce qu'il se demandait, quelle est actuellement la fenêtre d'opportunité de la révolution, si tant est qu'elle est censée advenir. Et je trouve que le camarade a raison de poser la question, tant le mouvement conservateur sénégalais est puissant, et gagne même en puissance à la faveur des péripéties politiques et sociales actuelles. J'en donne juste un exemple. Lors des événements de mars 2021, on a vu comment le mouvement religieux, le mouvement conservateur, social, coutumier, etc., a pris quand même une certaine envergure en étant un peu au cœur des discussions et des échanges pour amener le calme et la sérénité. Et je dis toujours que quand ce mouvement-là rentre au cœur de l'espace politique, au cœur de la dispute politique, c'est pas pour ressortir prestement après, c'est pour rester, demeurer et être finalement au cœur des échanges et des tribulations. Et il a aussi raison de se poser la question, parlant après avoir parlé du mouvement conservateur, je parle aussi des forces libérales
libérales, les forces capitalistes, qui contiennent beaucoup de poids, et aussi une certaine incapacité pour le courant progressiste de manière globale, pour toutes les nuances de gauche, à asseoir un vrai leadership, une véritable capacité à faire turbuler le système et à être au cœur d'un projet émancipateur, à proposer un projet émancipateur qui soit en mesure de gouverner demain. Et tout ceci nous conduit à une configuration de l'espace politique, l'espace public, dans son ensemble actuel, qui renvoie à ce que l'ancien vice-président de Bolivie, qui est aussi un intellectuel très puissant, Álvaro García Linera, appelait le match nul catastrophique. Selon sa définition du match nul catastrophique, c'était le moment où les forces libérales, d'un côté, les forces populistes de droite, de l'autre, se font face dans une sorte d'équilibre de la terreur, dans une sorte d'équilibre de force, réduisant finalement le courant de gauche dans différentes nuances et dans différentes sensibilités au rang de spectateurs de la crise qui se déroule. Et ce n'est jamais bon signe, de toute façon, quand les courants de gauche, quand les courants progressistes, avec toute l'armature qui est la leur, se trouvent finalement confinés au rang de spectateurs ou au rang de soutien d'une ou l'autre des partis en conflit. Et ceci a trait à un certain nombre, ce machine catastrophique dont je parlais tout à l'heure, a trait à un certain nombre de réalités et visible par rapport à un certain nombre de réalités liées notamment au désordre idéologique actuel, à la crise financière, aux crises financières qui se succèdent depuis une quinzaine d'années, depuis la grande crise des subprimes de 2008. Ceci est lié aussi à l'impasse climatique, à la résurgence des putsch, notamment en Afrique de l'Ouest, aux inégalités sociales, territoriales qui sont souvent fatales pour les classes dominées, dont nous nous sommes fait le serment, en tout cas, de défendre les intérêts. Et ce match nul aussi, on s'exprime aussi à travers partout une restriction des libertés. C'est quelque chose que l'on ne souligne pas assez de mon point de vue dans nos cercles et dans nos différentes discussions et contributions. C'est que depuis la survenance de la pandémie Covid-19, il y a une accentuation de la restriction des libertés partout parce que les gouvernants sont souvent enclins à inscrire dans les constitutions, dans les chartes, dans les lois, des mesures qui étaient censées être des mesures exceptionnelles. Et autre et dernier point sur ce machine catastrophique-là, c'est la résurgence de l'extrémisme religieux qui menace de faillite carrément des États constitués, notamment en frontière depuis 1960. Et ce tableau il est assez clinique, il est assez déroutant, assez catastrophiste même. Mais le professeur Diop citait tout à l'heure Karl Marx disait que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Donc aujourd'hui, de ce riche patrimoine de l'Économie, de la galaxie, de l'œuf, mais aussi, moi je ne veux pas seulement d'ailleurs m'en limiter je ne veux pas seulement me limiter au mouvement, au courant maoïste, parce que ce ne sont pas forcément des propres. Il faut demander à quelqu'un de fermer son micro là. Et vraiment, je peux continuer. Oui, vas-y, il y a quelques interférences. Je disais tout à l'heure que de ce riche patrimoine du courant progressiste, et ça c'est un débat peut-être qu'on aura après, qu'on aura dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi je préfère beaucoup plus désormais parler du mouvement progressiste, au mouvement de gauche de manière générale, que m'en limiter à un certain courant maoïste, même si c'est l'objet bien entendu de ce cycle de débat depuis le lancement au Grand Théâtre. Parce que les mouvements maoïstes, d'un côté, le professeur Baïtia parlait de la LD, MPT, de l'autre, du PIT, ce ne sont pas vraiment mes combats. Moi, je suis né quelques années avant la chute du mur de Berlin. Disons que ce ne sont pas vraiment les combats, et même si, personnellement, je me considère, je l'ai déjà dit, un héritier de cette gauche-là, de son corpus intellectuel, de ses combats, de ses victoires politiques, mais aussi de ses échecs, parce qu'il y en a eu. Il faut aussi qu'on ait le courage de la lutte et de nous dénoncer nous-mêmes. Donc, je disais donc que ce riche patrimoine du courant progressiste, de manière générale, depuis ses débuts, ses nuances, ses influences russes, chinoises, albanaises,
française, etc. Il y a un riche patrimoine, plusieurs générations de cadres et de militants politiques. Et à mon avis, de ce vivier-là, il est possible de structurer une nouvelle plateforme progressive. Et vraiment, je tiens à souligner le mot progressif, et qui est le courage de faire notre aggiornamento, de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a moins marché, pourquoi on en est là, pourquoi ces divisions, pourquoi la gauche co-gouverne, ou en tout cas est dans des appareils de gouvernance, mais ne gouverne pas vraiment pour mettre en œuvre son programme de libération nationale et d'expression d'une véritable souveraineté populaire. Et aussi, de mon point de vue, de ce corpus-là, il est, à mon avis, essentiel de composer avec une réalité nouvelle. Le pays s'est fortement rajeuni, l'âge médian est de 19 ans, l'affrontement Est-Ouest n'existe plus, même si bon, nous envoyons des nuances, des résurgences avec notamment la guerre en Ukraine, et aussi de composer, de mon point de vue, avec des référentiels nouveaux, revus ou corrigés, et qu'on ait le courage de faire parfois des pas de côté et de parler aux ennemis, aux adversaires. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis, nous n'avons été au cours de l'histoire que des adversaires, parce qu'il y a un qui nous lie à la même fontaine de Karl Marx. Du coup, et là, c'est une phrase très provocatrice, la souris que le grand soir, de mon point de vue, n'existe pas. Une guérilla patiente, selon la formule de Slavoj-Zizek, me semble nécessaire pour travailler pêle-mêle sur quelques sujets. Et je vais en citer certains, notamment sur le concept, de mon point de vue, de souveraineté populaire, parce que le discours souverainiste revient très souvent, et notamment quand le professeur Baïtian parle de l'engagement des jeunes, le désir de liberté, d'engagement, sur notamment les francs CFA, les bases militaires, le discours sur la souveraineté revient. Mais moi, ma limite sur ce discours-là et mon inquiétude, c'est que parfois ça vire vers des choses pour lesquelles, à gauche, nous n'avons jamais été d'accord. Ça peut virer sur la xénophobie, peut virer sur de l'altérité, etc. Donc moi, je préfère toujours utiliser le concept de souveraineté populaire, avec que les citoyens soient acteurs et maîtres de leur propre destinée politique. Autre idée qui me semble essentielle de mon point de vue de creuser, c'est la question de l'écologie et du climat pour une prise en compte du progrès économique, il ne faut pas être naïf, donc du progrès économique sans menacer la présence du vivant. Autre point qui est à mon avis essentiel et qui fait l'objet de tous nos débats au quotidien au Sénégal, c'est sur la démocratie. Et philosophiquement, pour moi, il ne s'agira rien d'autre pour nous que de proposer que le pouvoir retourne à son lieu fatal d'inspiration et d'expression et d'exercice, à savoir le peuple souverain. Dernier point sur lequel je pense que nous travaillons plus assez, hormis des déclarations d'intention, c'est l'internationalisme. La gauche ne parle plus d'internationalisme, notre gauche en tout cas ne parle plus d'internationalisme. Soit nous sommes piégés par le vocable libéral d'intégration, soit nous sommes dans des ersatz, de souverainisme, peu liés à des populismes un peu gênants. Moi, je préférerais qu'on revienne au beau mot d'internationalisme qui me dit, de mon point de vue, sortir des égoïsmes nationaux et agir selon l'universalité du genre humain. Et je finis, Ibrahima, je ne vais pas être très long, nous avons assez débordé. Et le professeur Baïtian, tout à l'heure, citait Antonio Gramsci. Dans ses prisons, Gramsci théorisait ce qu'il appelait la victoire culturelle, qui est pour lui beaucoup plus importante que la victoire électorale, puisque les élections dépendent de beaucoup de facteurs, surtout avec la volatilité aujourd'hui des électorats, on peut gagner une élection et la perdre le lendemain. Mais pour lui, ce qui était beaucoup plus essentiel, c'était la victoire culturelle. Parce que c'est là où on agit carrément sur le sens commun, c'est là où on ancre de véritables transformations, de véritables ruptures, il faut oser le mot révolutionnaire, dans le temps, mais aussi dans le corps social. Je remercie les promoteurs de ce cycle de débat-là, de ce débat auquel je suis très honoré de participer. Je remercie encore une fois toutes les personnalités, tous nos camarades qui se sont battus des décennies durant pour que nous soyons aujourd'hui des héritiers d'une gauche qui n'a jamais cessé de travailler intellectuellement, de proposer du savoir, des connaissances, de la pensée, de proposer aussi des lignes très claires. Et de mon point de vue, il y a une composition qui existe et qui s'annonce prochainement. Il faudrait que la gauche, le courant progressiste de manière générale, joue toute sa partition dans les prochaines symphonies politiques
pas les nuances, les différences, tout en ayant aussi le courage de mesurer ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a fait de bien, d'accentuer ce qu'on a fait de bien, de regarder lucidement ce qu'on n'a pas fait de bien et d'essayer de corriger. Et dans ce travail-là, je ne sais pas qui disait tout à l'heure qu'il était très disponible dans ce travail-là, mais en tout cas, je ne suis dans aucune formation politique quelconque, je suis juste un observateur et un militant de nos causes communes. En tout cas, je suis très disponible à participer à ce travail-là de recomposition d'une gauche puissante et forte qui travaille sur des idées réformatrices, révolutionnaires, pour que la liberté soit une réalité et que la souveraineté populaire soit aussi une réalité. Je vous remercie. D'accord, on lui donne la parole, on n'était pas informé. J'hésitais à prendre la parole parce que, en suivant les débats, il m'est apparu que il y avait on allait dans des directions qui ne, par rapport au thème annoncé, la prise en compte des dimensions culturelles et religieuses dans notre société par rapport à la question de la révolution et à notre projet politique. Il m'a semblé qu'à chaque fois, il y a des discours répétitifs qui rendent compte parfois des états d'âme ou des situations qui ne reposent pas sur une lecture critique des documents de l'époque pour en mesurer à la fois la portée, les limites et pour pouvoir permettre une transmission générationnelle. Et je crois que c'est un peu ça l'objectif que les gens se fixent. On n'a pas entendu, il y a un cadre général qui a été défini pour l'approfondissement de lecture, de l'interprétation de l'histoire de notre mouvement. On a été confronté, par exemple, à, si vous prenez la dimension culturelle, il n'y a pas encore une étude ou des études claires qui permettent de voir tout le processus de naissance du front culturel, ses acquis, ses limites, et comment, dans une perspective de transmission, la dimension culturelle doit pouvoir être prise en compte. Donc, moi, je m'attendais, dans le cadre de cette séquence sur la culture, que l'on nous évoque, que ces questions-là soient abordées. Bon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme Patrick le disait, si on doit apporter les éléments d'éclairage, il faut partir quand même de l'histoire du mouvement, de ces documents. J'entends certains parler, c'est comme s'ils n'étaient pas des militants. Ils n'ont pas été des militants. Parce que considérer que tout le processus de construction d'un mouvement qui aboutit en 1975 à faire face à une répression du mouvement, à part du mouvement de ceux qui étaient en avance dans le cadre de l'agitation, de la lutte contre le régime néocolonial, que cela c'est un mythe. Si on pose la question de savoir à partir de quel point de vue on veut aborder, on veut fonder une nouvelle éthique, une nouvelle démarche politique. Il y a un processus des efforts, des engagements, avec toutes les limites que cela a concerné par rapport à la maîtrise de la situation. C'est évident que le fait de vouloir s'engager avec l'héros, des enquêtes ont été effectuées, ça n'a pas couvert l'ensemble du pays, ça n'a pas permis de faire une approche synthétique pour avoir des lignes directrices qui permettent une intervention tout éclairée. Mais au-delà de ces limites, quand même, le mouvement d'enquête l'Hérault a permis de pouvoir fonder l'édification d'une organisation qui, dans son parcours, au-delà de l'ensemble des travers, est quand même arrivé dans les années 90 à être la troisième force politique du pays. Alors j'ai l'impression que on met tout ça dans le
tout ça est jeté dans l'eau, parce que simplement on dit oui, dans les années 2000, on a fait une alliance avec les libéraux, etc., et ça a débouché par un échec avec l'éclatement, etc. Je pense qu'il faut avoir une approche divisée, cerner ce qui est positif, mais partir surtout des documents, faire une analyse critique des documents, faire une analyse de la réalité, partir du processus des acquis que le mouvement a eu, de ses limites, et pour arriver à dégager des leçons qui vont pouvoir servir à la nouvelle génération. Mais autrement, je pense que, comme disait l'autre, on veut critiquer une sorte de structuralisme, mais on fait ça à partir d'une approche structuraliste, subjectiviste, théorique, qui ne rend pas compte de la réalité. Donc je pense que si nous voulons progresser, il nous faut quand même écrire une histoire à partir des documents et des faits. Si on ne parle pas, on ne prend pas en considération le contexte, les documents que nous avons produits, les confronter avec les documents de l'époque, les circonstances de l'époque, je pense qu'on ne pourra pas du tout progresser. Donc je pense que c'est important qu'on sache, qu'on voit dans quelle mesure réorienter ces débats, pour que ce ne soit pas des débats qui aillent dans tous les sens, où chacun étale ses états d'âme par rapport à ce qu'on voulait faire, ce qu'on n'a pas pu faire, etc. Non, on fait une histoire, il faut la faire sur la base quand même de normes et de repères fondés sur la connaissance, sur l'étude des documents, l'étude des faits réels, l'analyse de ces faits réels, de ses limites. Et en ce moment-là, je pense qu'il est possible de montrer aux jeunes pourquoi il est important de prendre en considération la dimension culturelle. Le front culturel s'y est exercé. Le front culturel a réhabilité un certain nombre de personnages qui étaient considérés comme des personnages qui étaient plongés dans la pénombre. Et ce n'est pas pour rien que même le régime a été obligé de prendre en compte Alusio Diatta, Lamine Senghor. On a donné un SEM on a baptisé le SEM Lamine Senghor à Joanne, alors que ce sont des figures qui étaient considérées comme des figures complètement on les avait laissées dans la pénombre et que personne n'en parlait. Je pense que c'est ce combat des langues nationales, c'est le combat également du front culturel avec d'autres acteurs qui ont permis de faire en sorte qu'aujourd'hui la question de la culture apparaît comme une dimension importante dans un processus de libération, d'appropriation des instruments de souveraineté dans les instruments de développement d'une alternative crédible. Je pense que c'est important que on ne jette pas tout on ne jette pas tout le bébé avec l'eau, et qu'on parte de ce qui a été fait, au moins rendre justice à ce qui a été fait, mais ne considérez pas simplement qu'on a, disons qu'on a perdu 50 ans, quoi. Je pense quand même que ce que Maïcham nous a dit, c'est clair. Je vous remercie. Merci. Et je m'arrête là. Alors donc, je donne la parole. Oui, on va donner la parole à Ousseynou Ndiaye, Thierno Diop et peut-être Diop s'il est en ligne. Il faut qu'on s'entende. Là, on a débordé. Je donne à Diop 1 minute, au professeur Mbaïdiam 1 minute, et à Amdrabi 30 secondes. Ouais. Donc, on a 3 minutes pour conclure parce qu'on a beaucoup de débats à faire pendant les 2 années qui viennent. Et il faut quand même qu'on soit organisé et discipliné. Ouais. On a une contrainte technique avec le société. Ouais. Donc, le Zoom doit s'arrêter dans 5 minutes. Juste pour marquer mon adhésion aux réflexions et aux considérations émises par Baker et par Fouti en particulier sur le rôle de mai 68, apporter une précision également sur les nuances que je portais sur la constitution de la classe ouvrière. En fait, j'hésite entre 2 notions. Est-ce que
il s'agit d'un inachèvement de sa constitution, ou bien est-ce que des perturbations ont été apportées dans l'amalgame entre les relations sociales souvent fondées sur des considérations semi-féodales et les rapports de production qui correspondaient au salariat et à la perception de revenus mensuels et l'utilisation de ces revenus dans la sphère sociale, en redistribution, qui ressemblait toutefois à une soumission ou à une dépendance. Je me rappelle qu'en 1880, dans les alentours, avec le FADEC, en redistribuant les recettes d'une récolte, on s'est aperçu que les distributions que nous faisions étaient l'objet de manière nocturne de nouvelles distributions de soumission liées aux considérations sociales, de servage. En fait, le servage, j'appelle ça pour aller vite, pour ressembler à la langue française. Heureusement que vous êtes là pour surveiller certaines notions ainsi que vous va. Mais enfin, on distribuait les recettes, les parts, et le soir, certaines personnes qui n'avaient même pas participé au chant collectif recevaient plus que ceux qui avaient participé. Bon. Et la même chose existait également au niveau de la classe ouvrière. Des salaires étaient redistribués dans des villages à des chefs de divers ordres, qu'il s'agisse de chefs religieux ou en cas de redevances liées à la structure ancestrale de nos sociétés. Donc ces éléments-là, ce sont des éléments qui devraient être pris en considération et étaient pris en considération parce que ça a suscité des éléments nouveaux dans les cibles de notre travail et cela a été pris en compte dans beaucoup de travaux réalisés soit par des sociologues, des historiens, parfois proches du mouvement, et également ça apparaît dans les débats en interne. Et pour me féliciter de la hauteur de ce débat, de sa sérénité et vraiment du niveau très élevé et satisfaisant correspondant bien à la thématique. Merci à tous de m'avoir écouté et merci pour vos contributions personnellement qui m'enrichissent et voilà. Merci. Professeur Boyka, vous avez une minute pour... Non, quand même, on a une session, on ne peut pas vider l'ensemble des thèmes qui nous intéressent. Professeur Boyka, une minute ou plus précisément 60 secondes. Merci beaucoup. Ce sera largement suffisant. Parce que j'aurais été parmi les acteurs de ce débat celui qui est le plus à l'aise, parce que moi je n'ai pas été militant de l'ANDIDEF, j'étais militant de la LDMPT. Je dis bien LDMPT. Quand j'étais dans la clandestinité, comme dans la légalité, je n'ai jamais considéré, jamais, et je le dis du fond du cœur, les autres mouvements de gauche comme des adversaires. Je considérais qu'on était tous à la recherche de plateformes de convergence parce qu'on avait des divergences et cela a été évident. Et donc, c'est à l'aise que j'ai pu participer à ce débat parce qu'aujourd'hui encore, je me considère comme un militant de gauche et que, comme l'a dit quelqu'un, mon ambition ultime, c'est de participer à la construction d'une plateforme de gauche. Est-ce qu'elle sera marchée sur l'élinisme Mao ou qui, je ne sais pas pourquoi, d'une plateforme de gauche pour que la gauche dans ce pays qui a porté les luttes révolutionnaires les plus avancées dans le système colonial, comme dans les premières années de l'indépendance où c'était compliqué, ne serve plus de marchepied à des gens qui vont au pouvoir pour s'enrichir et pour vivre pour eux. Et sous ce rapport, les trois mots clés qui ont retenu mon attention après que Paputi m'a envoyé le document de l'évaluation de 50 ans, c'est histoire. D'abord, histoire pour nous, et Babacar Fall rectifiera, on était dans la même classe de licence, c'est pas de la mémoire statique. L'histoire, c'est de la mémoire qui permet de construire la conscience qui oblige à bouger dans le sens du progrès. Et pour ce faire, il faut s'appuyer sur du patrimoine. Moi, je suis archiviste comme enseignant à l'université depuis 40 ans. Le patrimoine, ce n'est pas un cimetière de documents, ce n'est pas un cimetière de mémoire. C'est la constitution adaptée, triée, classée, analysée de trajectoire qui permet aux jeunes générations de savoir qu'on ne réinvente pas une 5e roue pour une voiture qui marche sur 4 roues et qu'on peut s'appeler ça pour faire des avancées. Et enfin, transmission dans ma démarche d'archiviste, bibliothécaire, documentaliste,
c'est que si vous avez de la qualité, que vous avez isolé, identifié, si vous n'arrivez pas à le transmettre à vos enfants, vous avez perdu votre temps. Et je pense que sous ce rapport, c'est pourquoi je disais, cette démarche de Ande Diop est extrêmement positive, mais elle le sera quand nous pourrons faire les ponts qui vont rencontrer ceux des autres militants de gauche dans d'autres appareils pour arriver à se parler, aller aux élections de 2024 et plus tard, sans que la gauche ait son mot à dire, c'est la même chose que c'est pourquoi moi je ne me suis pas aligné dans les assises nationales. Beaucoup de gens disent, je n'ai jamais critiqué les assises, mais je n'ai jamais été, parce que je ne servirai plus de marchepied à qui que ce soit, sauf que je suis, comme j'ai fait avec mes propres enfants, je peux servir à la gauche à construire une alternative de gauche, parce que de progrès pour ce pays. Sinon, ben vraiment, mais je continue à discuter avec Patlouti, continuer à discuter avec Babacar et à tous les autres, parce que c'est ça l'objet de notre fonction sociale en tant qu'enseignant-chercheur. Je vous remercie. Merci, professeur Abdourabi. Oui, merci Ibrahim. Je vois que tu m'as accordé 30 secondes à ton nom. Voilà, moi je reviens très rapidement sur la question justement du rapport social hybride. Je crois que c'est Djouk ou quelqu'un d'autre aussi qui a mis l'accent là-dessus à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a là, on a une question centrale qui est de l'ordre économique, qui est aussi de l'ordre social. À savoir que certains se rappellent certainement, se souviennent de ce débat qui a eu lieu dans les années 30 entre Rosa Luxembourg et Boukhari, etc., autour des schémas de la reproduction élargie du capital, à savoir est-ce que le capitalisme a besoin de formation non capitaliste pour survivre ou pas. Vous savez, cette histoire, c'était lié à la discussion sur la baisse tendancielle du profit, etc., et ce que cela pouvait annoncer sur la fin ultime du capitalisme. Rosa Luxembourg était celle qui disait que le capitalisme ne peut pas exister sans formation pré-capitaliste ou non capitaliste, formation sociale, et que celles-là sont nécessaires, voire même consubstantielles au capitalisme. Il en a besoin pour se reproduire. Et c'est de là que vient la nécessité d'avoir des colonies, c'est de là qu'est venue d'avoir la traite atlantique, par exemple. Par exemple, l'économie de plantation en Amérique et dans les Antilles, c'est une économie non capitaliste, mais qui est aussi permise par la traite, hein, donc par un mode d'extraction de force de travail. Et si vous vous rappelez bien, enfin certains de pays est là, entre autres, pour pouvoir en témoigner, c'est à partir du moment où la traite a été interdite que les colons français, par exemple, ont décidé que, bon, puisqu'on ne peut plus aller vendre du nègre, mais on va faire travailler le nègre sur place. On ne peut plus déplacer la force de travail, on va l'utiliser sur place. Et là que viennent les premières expériences, Richard Toll, etc., et l'idée de développer une économie au sens propre au niveau local. Et c'est de là aussi que vient la réflexion de Samuel Amine et de notre côté, l'anthropologie économique avec Menassou, qu'on montre qu'effectivement la famille elle-même, c'est la sphère domestique elle-même, elle sert à la reproduction de la force de travail et elle sert à la reproduction donc du capital. Donc là, c'est l'extraction de valeurs sous-rémunérées, hein, donc l'ouvrier qui est payé dans des conditions qui ne permettent pas de se reproduire totalement sa force de travail et la force de travail dont il a besoin pour se reconstituer, à savoir sa famille, par exemple, et la non-rémunération du travail domestique, la non-rémunération du travail des femmes, hein, qui participe justement aussi de cette extraction de la valeur. Et l'autre forme, c'est à travers la rente, l'extraction de la rente. L'économie de traite coloniale, c'est une économie d'extraction de la rente. Et ça nous l'a montré bien, beaucoup d'autres l'ont montré bien. Là, il y a toute une réflexion à mener, par exemple, sur l'articulation de la culture arachidière et l'imposition du riz comme denrée de consommation
dites de base. Mais avant que ce soit dans la consommation de base, c'est ce qu'on appelle d'abord un bien salaire. Et c'est organisé au niveau de l'empire colonial. D'où vient le riz, il vient d'Indochine et il est produit dans des conditions particulières là-bas. Et ce n'est pas le riz de la première catégorie, c'est le riz de la plus basse catégorie. Et il y a toute une réflexion à avoir sur le riz. Comment est-ce que d'aliments des esclaves pendant la traversée, il a été ensuite cultivé sur place dans les plantations pour nourrir les esclaves, et comment est-ce que par des processus de sélection, la recherche, etc., il est venu sur la table des maîtres, et comment c'est devenu une denrée marchande au niveau global. C'est au niveau global qu'il faut absolument qu'on le prenne en considération. Et l'autre, et donc, voilà, extraction à travers la production de la rente, le riz, et extraction de la valeur travail à travers la consommation, de la rémunération en bien. En équivalent, temps de kilométrie, etc. Ensuite, je vais terminer rapidement là-dessus. L'extraction de la force de travail, elle se poursuit aujourd'hui à travers la migration. L'Occident, qui a ce problème démographique immense, de vieillissement de la population, par conséquent, de comment financer son niveau de vie, son train de vie, je parle en particulier de l'Europe, sur le niveau de vie de sa population, les retraites, etc., extrait cette force de travail-là en organisant l'immigration dite irrégulière et en mettant en place en même temps un dispositif donc, de sélection par le haut de la main-d'œuvre la plus qualifiée, immigration irrégulière des jeunes, à la formation, à l'éducation, à l'élevage, entre guillemets, desquels le capital européen n'a pas contribué. Oui, donc sous-payé, etc. Des conditions dans lesquelles on forme les gens. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, ça c'est les questions de dénomination. Je termine. 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Donc, c'est pour dire que moi, je suis disponible pour participer à cette réflexion-là. Parce que la transmission, c'est ça aussi. De ce que nous savons, comment est-ce que interroger, comment mettre à jour, en fait, nos logiciels et autres, et comment transmettre ça aussi à la jeune génération. J'ai une expertise dans ce domaine-là, pour ce qui est du Sahel, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été impliqué dans le réseau d'enquête de migration et urbanisation en Afrique de l'Ouest. Il y a des années 90, voilà, démographie, démo-économie, environnement, climat, gestion des risques de catastrophe, mais nous met à disposition des cas publics pour ça. Autre recommandation faite, à laquelle je souscris entièrement, la documentation, la bibliothèque virtuelle. Mais le professeur Mbaïtcham est là, voilà, donc je pense qu'on a dans l'expertise pour aider ceux qui ont des choses à mettre à disposition, à partager, comme comment pouvoir les partager et comment aussi accéder à cette chose. Voilà, je vais très rapidement. Et encore une fois, merci Pape-Petit de m'avoir offert cette opportunité. Et merci aussi pour ton intervention et la mise en perspective que tu as faite. Moi, je n'ai pas été associé aux discussions, je n'ai pas pu participer depuis lors. Donc c'est pour ça aussi, peut-être que j'étais un peu à côté, que j'ai pu être à côté de la côte. Voilà, merci aux organisateurs et félicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'est un temps passionnant pour tout le monde. Il s'agissait d'interroger plusieurs aspects. D'abord, l'ancrage socio-historique et culturel du mouvement, mais également le degré d'appropriation du cadre de référence qu'est le marxisme-léninisme, le maoïsme, et aussi interroger en même temps la pertinence de la lecture politique. Donc, et mettre en cohérence tous ces trois défis-là. Pour ce faire, nous avons eu 3 profils d'acteurs. Les acteurs du mouvement eux-mêmes, les fondateurs et les animateurs de Réunion eux-mêmes, mais également d'autres acteurs qui sont dans d'autres mouvances et qui sont des contemporains. Et enfin, la génération qui vient après, qui reçoit cet héritage-là et les échos qui vont avec. Et ça rejoint notre lecture de l'histoire, de la mémoire, qui est d'abord plurielle, ou alors le produit de regard pluriel. Et de ce point de vue-là, nous qui sommes la génération qui vient après, nous devons comme l'a dit Amélie, gratitude par rapport à l'action politique d'entreprise, mais également par rapport au souci de transmettre cette mémoire-là, dans sa pluralité, c'est-à-dire dans son exhaustivité. Pour nous participer à ces discussions, c'est un véritable cadeau, même si la modération n'est pas du tout un gâteau. Donc,
On peut l'imaginer. Donc, il a très bien. Voilà, donc, merci à tout le monde. Et comme on a dit, la lutte continue, le débat continue. Il y aura d'autres séquences qui seront annoncées bientôt à travers les différents réseaux. Donc, félicitations à tous les intervenants. Et merci à tout le monde.